le temps présente pour couvrir nos manifestations. Donc la presse locale, la RTS, qui vient de Dakar à chaque fois que nous tenons cette série de conférences. Vous savez, on avait un objectif, et je pense qu'à la fin de cette conférence, nous allons communiquer autour du bilan que nous faisons de ce programme de la Biennale de Dakar 2022. Parce que les manufactures ont été choisies comme site officiel de la Biennale. Et cela constitue une première. Alors il fallait donner un contenu à ce programme, à cette carte blanche qui a été donnée aux manufactures. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce programme, qui coïncide aussi avec la journée de la fête de la musique, la journée internationale de la fête de la musique. Nous avions pensé organiser une activité pour marquer cette journée, mais le calendrier chargé ne nous a pas permis de pouvoir organiser cette activité. Mais nous sommes en communion avec l'ensemble de la communauté artistique, l'ensemble des musiciens pour la commémoration de cette journée. Je pense qu'aujourd'hui, le directeur du centre culturel de Thiès est absent parce que sûrement il est en train de s'affairer autour de cette journée. Donc, comme Dior l'a dit tout à l'heure, Président, nous remercions les anciens qui, je pense qu'ils se sont appropriés le programme, ils se sont appropriés l'ensemble des activités que nous avons menées ici. Et ce qui fait qu'ils sont toujours là présents. Le doyen Michael est toujours là avec sa présence très remarquable. Il nous accompagne, il donne des conseils, mais je pense aussi qu'on aura l'occasion d'en reparler, de voir comment améliorer ce cadre d'échange tout au long de l'année. Les anciens, les retraités des manufactures, qui sont présents à nos côtés, surtout avec M. Bol, qui est toujours là. Mais aujourd'hui, je me félicite de la présence de M. Moustapha Ndiaye. C'est quelqu'un aussi qui m'a marqué dans ma carrière professionnelle au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est une personnalité qui a fait sa carrière, qui a formé au niveau du conservatoire, qui a été aussi directeur au niveau du conservatoire. Et ensuite, il a dirigé le Festival national des arts et culture. Et comme il a dit tout à l'heure, il a fini sa carrière en tant qu'inspecteur général au ministère de l'Agriculture. Donc, avec sa position d'inspecteur, j'aime bien l'appeler l'inspecteur parce que c'est comme l'inspecteur de police. Il sait faire la police. Et vraiment, nous lui remercions pour tout ce qu'il a pu nous donner comme expérience, qu'il a partagé avec nous. Donc, Président, nous avons aussi M. Ndiaye, l'avocat, qui est tout le temps là, toujours à nos côtés, M. Ba. Et donc, nous remercions vraiment les institutions universitaires de Thiès qui ont vraiment marqué par leur présence cette série de conférences. Je crois que nous avions une cible et au sortir de cette série de conférences, nous allons évaluer pour voir quelle a été l'atteinte de cette cible-là à travers les feuilles de présence que nous présentons à chaque endroit. Et j'espère que cette collaboration va continuer entre les manufactures et les institutions scolaires et universitaires de Thiès. Nous remercions le personnel des manufactures, l'ensemble du personnel qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces différentes cérémonies. Alors,
Je voudrais, Président, d'abord remercier le conférencier, M. Baba Ndiaye, qui est pour nous une icône. À chaque fois que vous le voyez en manufacture, avec sa façon de s'habiller, de parler aux jeunes, c'est toujours réconfortant. Je pense qu'il fait partie des personnalités, des accompagnateurs, du personnel des manufactures. Il est toujours présent dès qu'il a un moment et il fait le tour des ateliers pour encourager, donner des conseils. Et je pense que pour les manufactures, pour les jeunes, parce que nous avons une tranche d'âge très jeune, je pense que son accompagnement est très important. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet très ouvert, c'est-à-dire en discutant avec lui pour lui proposer d'animer une conférence. Et je lui ai dit, et quel sujet souhaiteriez-vous nous présenter? Bon, il m'a dit, il n'y a pas de sujet précis. Bon, mais pour un peu contenir et communiquer autour d'un sujet, on a échangé et le sujet qu'on a trouvé, c'est autour de l'art. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'art. Bon, maintenant, l'art, c'est vaste, mais je pense que l'art, des angles d'attaque, il a des approches qu'il va nous présenter. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa culture générale. C'est un homme très cultivé, très généreux et très disponible. Et si vous voyez au niveau de la salle, il y a quelques-unes de ces œuvres qui sont là. Par exemple, cette œuvre-là, et l'autre, c'est les œuvres que Babania excelle là aussi. Hein? Bon, je ne sais pas si dans son exposé, il aura l'occasion d'aborder ces aspects-là. Donc, on va faire une présentation très rapide de M. Ndiaye. Et pour illustrer cette présentation, nous allons prendre quelques éléments d'un article qui a été publié au niveau du Soleil lors de l'exposition que nous avons organisée à la Biennale Dakar 2018. Donc, en résumé, pour M. Ndiaye, Baba Ndiaye, ses études élémentaires, et à l'école Rangoulène de Thiès et à l'école régionale de Linguère. Il les a passés dans ces deux écoles. Et il aura l'occasion de vous en parler. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé avec son papa qui était un fonctionnaire de l'État. Pour ses études secondaires, il les a passées au collège Blanchot, actuellement au lycée Ahmed Fall, et au lycée fédéral, actuellement le lycée El Hadj Omar Tourtard de Saint-Louis. Pour ses études, il a fait l'école des arts du Sénégal de 1966 à 1968 à la section éducation artistique. Donc, c'est-à-dire l'année qu'on a créé les manufactures, en 1966, c'est cette année-là qu'il a intégré l'École nationale des arts. Pour son expérience, son expérience professionnelle, il a servi dans l'enseignement général à partir du 27 mai 1969 à Dubaï. À l'époque, on disait CEG, Collège d'enseignement général de Dubaï. Ensuite, au service dans l'enseignement à Thiès, il a fait le CEG, Collège d'enseignement général, UBEN 1 et 2. Il a aussi servi au lycée technique André Pétavin à Saint-Louis.
Il a servi à Kaffrine au CM Babacar Kobarndao. Après départ de l'enseignement général le 6 novembre 1990. Pour ses études de l'artisanat, il a eu à faire un voyage au niveau du Mali, de la Tunisie, et il a eu à faire une étude sur l'artisanat touareg au Mali en 1990. Pour ses activités de promotion artistique, il a participé à les semaines et quinzaines de la jeunesse à Diourbel entre 1990 et 1999. Il a participé à une exposition au 4e Salon des artistes du Sénégal en 1977. Il a représenté le Sénégal au Festival international de Hammamet en Tunisie en 1977. Il a aussi participé aux expositions de l'ADAPT, c'est-à-dire l'Association des artistes plasticiens de Thiès, à partir de 2004. Il a aussi participé à des émissions radio, Fenêtre sur les arts, sur Dunia FM de Thiès. Et aussi, il a été formation au centre de formation et insertion des lycées, des manufactures, des arts décoratifs. Qui ont marché de Dakar à Bamako. Kemal, de lui ouvrir une toute petite parenthèse pour lui permettre d'intervenir. Hotep Kemal. Le forgeron, il l'appelle Wolof. C'est extraordinaire. Je ne sais pas maintenant si les Tchagines aussi connaissent la forme. Je vous pose la question. Le sens premier, c'est prendre un fer, le porter au feu, le rougir, le sortir avec des tenailles, le marteler pour lui donner une forme. Mais ici, je crois qu'il s'agit d'un autre sens, c'est-à-dire d'un sens figuré. C'est comme une interpellation à la jeunesse. Demander à la jeunesse de bâtir un autre avenir. De bâtir un autre avenir. De bâtir un autre devenir. Mais pour le faire, il faudrait connaître son histoire. Nous avons de sérieux problèmes en Afrique. L'histoire qu'on nous enseigne souvent n'est pas notre histoire. Il est vrai que les sociétés africaines, dans leur évolution, ont subi des ruptures tellement importantes qu'elles ont oublié leur passé. C'est notre cas au Sénégal. Pour taquiner certains, je leur dis, écoutez, est-ce qu'il est possible de prendre une branche de baobab et de la greffer sur un dattier? Est-ce que ça va prendre? Cela ne prendra jamais. Est-ce qu'il est possible de prendre une branche de baobab pour la greffer sur une branche d'olivier ou de figuier? Ça ne prendra jamais. Nous vivons un écartèlement en Afrique. Mais pour aider la jeunesse à mieux comprendre, je pense qu'il faudrait l'armer en lui apprenant son histoire. Nous sommes d'accord maintenant, sauf quelques négationnistes européens qui disent que l'homme n'est pas né en Afrique, ils cherchent à le faire naître ailleurs, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu trouver une origine de l'homme extérieur à l'Afrique. L'homme est né effectivement en Afrique et précisément dans la région des Grands Lacs. Quand on dit la région des Grands Lacs, pour vous aider à comprendre, il s'agit de l'Ouganda, du Congo,
C'est dans cette zone, c'est cette zone-là qu'on appelle la région des Grands Lacs. Mais pourquoi l'homme a émergé de cette région? Parce que tous les éléments qui constituent notre corps n'existent qu'à cet endroit précis, nulle part ailleurs. Tous les éléments qui constituent le corps de l'homme n'existent qu'à cet endroit précis, mais nulle part ailleurs. Voilà pourquoi l'homme a émergé à cet endroit précis. Peut-être on peut parler de son cerveau, de l'évolution du cerveau de l'homme, jusqu'à donner ce que les scientifiques appellent l'homo sapiens. Maintenant, ils disent l'homo sapiens. Dans le temps, ils disaient l'homo sapiens. Mais maintenant, ils s'arrêtent à l'homo sapiens. Quand j'ai fait une incursion dans la psychobiologie, c'est-à-dire une manière de soigner les maladies avec la parole, j'ai été initié par un médecin français. Si complexe que soit le cerveau humain, on peut le diviser en 3 parties. La partie profonde qu'on appelle l'endothèrme. Il y a une partie intermédiaire qu'on appelle le mésoderme et la partie extérieure qu'on appelle l'ectoderme. En partant de ça, on peut connaître l'évolution de l'homme. L'endoderme, c'est le cerveau du mouton, c'est le cerveau du lion, c'est le cerveau de la bête. Nous avons le même cerveau, ce même cerveau que les animaux. C'est dans ce cerveau, l'endoderme, que sont logés les besoins animaux, manger, boire, la reproduction, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous maintenir dans la survie, dans la vie. Mais le cerveau humain s'est complexifié par la suite avec le mésoderme. Méso, je ne suis pas un latiniste, mais méso signifie milieu. Le mésolithique par exemple, la période située entre les 2 âges, l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. C'est une période où on retrouve des éléments de la pierre taillée, mais aussi qui annoncent la pierre polie. Donc, il y a le cerveau qu'on appelle le mésoderme, qui est le cerveau de transition ou le cerveau du milieu. Ce cerveau-là contient des éléments de l'endoderme, mais annonce aussi le passage vers l'humain. Parce que le mésoderme est divisé en 2 parties. Le mésoderme ancien et le mésoderme nouveau. Mais c'est un cerveau de transition. Il y a maintenant l'ectoderme, c'est le cerveau de l'homme moderne. Dans ce cerveau-là, c'est l'homme civilisé, c'est-à-dire la religion, les arts, la culture, etc., sont logés dans ce cerveau. Mais Satan est logé dans l'endoderme. C'est un cerveau violent. C'est le cerveau des animaux. Donc, l'homme qui est né en Afrique ne pouvait pas être un leucoderme, c'est-à-dire un blanc. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que les rayons ultraviolets
qui sont effectivement dans cette région n'allaient pas permettre à un leucoderme de survivre. Impossible. Voilà pourquoi le premier homme qui a surgi sur Terre, c'est un mélanoderme, c'est-à-dire c'est un noir. Les différentes étapes maintenant, depuis l'homme qui s'est tenu debout, qu'on appelle l'homo erectus, l'homo habilis, qui a de l'habilité, jusqu'à l'homo sapiens sapiens, tous ces types-là sont sortis de l'Afrique. Par où? C'est simple. Par le détroit de Gibraltar, pour aller essaimer en Europe, et à partir de l'Europe, monter jusqu'en haut, et par le détroit de Bering, aller vers l'Amérique. L'autre voie de passage, c'est Suez, parce que dans le temps, ce n'était pas un canal. Par Suez, l'homme est passé pour aller inonder cette partie du monde. Jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'en Australie, nous retrouvons des mélanodermes qui sont originaires d'Afrique. L'homme africain, ou le noir, qui a suivi la vallée du Nil en descendant. La vallée du Nil, le Nil fait 3000 km, l'un des fleuves les plus longs, je crois. En suivant donc la vallée du Nil, a bâti des civilisations, Soudan, Éthiopie, etc. Mais la plus importante, c'est la civilisation égyptienne. Quand on fouille dans les livres d'histoire, on nous parle d'un certain Narmer ou Ménès ou Men moom wolof. Boy, Men, c'est du wolof. Donc le premier pharaon, il s'appelle Men. Narmer ou Ménès pour les Grecs ou Men pour les Wolofs a effectivement, par la conquête bien sûr, réuni la haute et la basse Égypte 3200 ans avant Jésus-Christ. C'est important. 3200 ans avant Jésus-Christ, l'Afrique régnait sur le monde. Pour les jeunes qui sont dans la salle, si vous sortez, taquinez Internet et vérifiez. Vérifiez Narmer, vous allez voir que c'est un négroïde. Vérifiez les pharaons de la première dynastie, Djoser par exemple, vous allez vous rendre compte que ce sont des Africains. Ce ne sont pas des Occidentaux, des Arabes, même si les leucodermes essaient de nous arracher cette Égypte. Alors c'est un combat de titans, c'est un combat de titans qu'il faut mener chaque jour, parce qu'ils vont jusqu'à falsifier les peintures. Ils grattent la couleur sombre pour peindre les fresques de couleur pâle, pour que ça soit des Européens. Mais donc, pourquoi tout ça? Parce qu'effectivement, c'est l'Égypte qui a civilisé le monde. Les Grecs le disent. Prenons par exemple Hérodote. Hérodote en parle. Il reconnaît qu'effectivement, les Égyptiens sont des Noirs. Donc, ce sont les Noirs qui ont inventé la première civilisation. Il ne faut pas avoir honte parce que dans certains livres, on traite Pharaon de mécréant. Non. Je crois que
il faut prendre les choses. Il faudrait quand même que l'on comprenne que les pharaons, c'était des Africains, que les pharaons, c'était des Noirs. Il est vrai qu'au cours de l'histoire de l'Égypte, à 2 ou 3 reprises, a été envahie. D'abord par les Hyksos à une certaine période, ensuite les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains sous le règne de Ptolémée ou sous le règne de Cléopâtre, la reine d'Égypte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout ce que les Égyptiens ont réalisé comme objet. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à l'humanité? Si nous prenons par exemple l'architecture égyptienne, commençons par ce qui est très connu de tout le monde, c'est-à-dire les pyramides d'Égypte, les pyramides de Khéops, Khéphren, Mykérinos. Ce sont les Grecs qui ont transcrit ça. Mais Khéops, c'est Khéfrou ou Khéprou. C'est le monumental qui caractérise l'architecture égyptienne. La pyramide, la grande pyramide de Khéops, fait 150 mètres de hauteur. Et jusqu'à présent, aucune explication n'a été donnée. C'est-à-dire pour expliquer aux gens comment les Égyptiens qui n'avaient pas une machinerie ont pu effectivement tailler des blocs qui pèsent des tonnes et des tonnes et les soulever à 150 mètres de hauteur. Jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. Mais je vais taquiner mes parents sérieux en leur disant que ces blocs ont été dématérialisés. Parce que parmi ces architectes, il y avait des scènes, le nom scène, il y a eu même des pharaons scènes, notamment Osortocène, Péripsène, c'est des pharaons sérères qui ont eu à régner sur l'Égypte, comme des pharaons peuls, notamment Taharka, qui a régné aussi sur l'Égypte. C'est pour simplement vous dire que l'Égypte nous appartient à nous, qu'elle fait partie de l'histoire de l'Afrique, malgré qu'on essaie de nous amputer de l'Égypte, parce que chaque fois qu'on étudie l'Afrique, on nous parle d'une civilisation ouest-africaine, ou notamment d'un empire ouest-africain, notamment l'empire de Ghana. Ils partent toujours de Ghana, ils oublient l'Égypte. Donc je reviens à l'architecture égyptienne et le gigantisme. Non seulement l'architecture égyptienne était monumentale, mais la sculpture égyptienne aussi était monumentale. Si vous regardez les représentations des pharaons, vous vous rendrez compte, ça mesure, c'est plus haut que ça. C'est plus haut que ça. Ils pratiquaient une sculpture monumentale. Les Égyptiens ils ont pas. Ils ont exécuté des bas-reliefs. On va revenir sur l'art égyptien quand nous approcherons Papa Ibrahim pour voir la similitude qui existe. Personne n'a jamais noté entre la peinture de table et la peinture égyptienne. Personne. Donc, mais qu'est-ce que les Égyptiens ont offert à l'humanité? J'ai parlé d'architecture, de sculpture, de peinture, la religion. La religion. Nous avons, excusez-moi du mot que je vais utiliser, parce que je vais utiliser inventer. Nous avons inventé la religion. Chez les Égyptiens,
Dieu s'appelle Amon. Amon. Mais Amon, c'est du Wolof. Amon. Et dans mes investigations, j'ai constaté que dans les autres religions, après la prière, qu'est-ce qu'on dit? Chez les Juifs, on dit Amen. Chez les chrétiens, on dit Amen. Chez les musulmans, on dit Amin. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Je vais lire un peu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'effectivement, c'est le nom créé par les Égyptiens pour désigner Dieu que nous utilisons dans les autres religions. Adama et Hawa existaient chez nous. C'est Osiris et Isis. La nouvelle traduction, parce que ça, ce sont les Grecs qui ont traduit Osiris et Isis. La nouvelle traduction, c'est Wasiré ou Siré pour désigner Osiris, et Isis, Asata pour désigner Isis. Sept existe dans la religion pharaonique, mais on ne va pas développer dans ce sens. Parlons seulement de ce que les Égyptiens ont laissé à l'humanité. Nous avons inventé les mathématiques. Les mathématiques sont nées ici en Afrique. L'astrologie, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès dont on parle. Mais ces théorèmes ont été inventés par les Africains. Imhotep, le plus grand médecin de l'Antiquité, était égyptien. Imhotep. On doit dire le serment d'Imhotep, mais pas le serment de régner sur le monde. C'est vrai qu'elle a connu des périodes de troubles. J'ai parlé tout à l'heure des Hyksos. Ce sont les Hyksos qui ont introduit le cheval en Égypte. Les Égyptiens ne connaissaient pas le cheval. C'était une bête qui vient d'Asie, le cheval, des steppes d'Asie. Ensuite, les Perses. Ensuite, les Grecs. Mais les Grecs, c'est sous Alexandre le Grand. Parce qu'Alexandre le Grand avait conquis toute cette zone-là. Quand il est mort, l'un de ses généraux, nommé Ptolémée ou Ptolémée, a hérité de l'Égypte. Voilà pourquoi on parle de la dynastie des Ptolémées. Cléopâtre maintenant, cette fameuse reine d'Égypte qui a rencontré Jules César, n'est pas une Égyptienne authentique, non. C'est une Grecque, métissée bien sûr, parce que Cléopâtre, elle est Ptolémée. C'est à partir de cette période, c'est-à-dire quand l'Égypte a été envahie ou occupée par les Grecs, que les Saracolais ont quitté Assouan. C'est important. Les Saracolais ont quitté pendant la période des Ptolémées. Et Ptolémée, les Saracolais l'appellent Patelami. Ptolémée, Patelami. Dañuy wax ne benn buur bu soxla bu tudd Patelami. Jamonoom lañu jógee Assouan pour ñëw fi. Donc, les Saracolais ont fondé le premier empire West Africain. Mieux, ils ont introduit le char et le cheval en Afrique. Les Saracolais ont plusieurs noms. On les appelle Saracolais, Maraka, Soninki.
Ils avaient occupé pratiquement tout le Sahara jusqu'au nord. Allez demander à un Marocain l'origine du nom de son pays, Marocco. Ils disent Marocco. Mais Marocco, c'est une déformation de Maraca. Nos parents sont niqués là. Ils ont habité jusqu'au nord. C'est-à-dire, comment s'appelle encore ce pays-là? Mais jusqu'au nord, ils étaient presque à côté de la Méditerranée. Demandez à un Marocain de vous donner l'origine du nom Marrakech. Il ne peut pas vous le dire. Mais Marrakech, c'est une déformation de Maraca. Et Maraca signifie Saracolais. Les Saracolais ont pratiqué la sculpture. Alors là, c'est pour simplement vous parler, aller vers l'art, ce que les chercheurs ont appelé l'art négro-africain, c'est-à-dire la sculpture sur bois, la statuette, le masque, etc., etc. Les Saracolais ont pratiqué la sculpture sur bois. Les Saracolais ont créé Ghana. Ils ont créé une très grande civilisation. Pape Massène, la dernière fois, d'ailleurs, en a parlé, en disant que Koumbi Salé, qui était la capitale de Ghana, se situe en Mauritanie. Effectivement, Koumbi Salé, actuellement, c'est en Mauritanie. Mais à l'époque, les morts n'étaient pas là. Parce que les morts sont venus avec l'islamisation. Ils sont venus un peu au 7e ou après le 7e siècle. Ghana, donc, était un carrefour commercial entre l'Afrique et le Moyen-Orient et même l'Orient. Ghana, il faut le reconnaître. Même si ça gêne un peu, pratiquer l'esclavage. C'est à cause de cela que le roi Soumaoro Kanté de Soso, c'est à cause de cela que le roi Soumaoro Kanté de Soso a combattu le Kayemagan Sissi, un roi très puissant ou un empereur puissant, parce que Pape Massène l'avait souligné au 7e siècle, quand l'islam apparaissait dans les sables du désert, les chiens de Kayemagan avaient des colliers en or. C'est pour simplement vous donner une idée de la richesse de cet empire ouest-africain. Le Soso, avec Soumaoro Kanté, parce que Ghana pratiquait l'esclavage, il y a eu une guerre. De cette guerre, Soumaoro est sorti victorieux. Parce que pour Soumaoro, il fallait freiner l'expansion, ça aussi il faut le dire, il fallait freiner l'expansion musulmane. Il ne voulait pas que l'islam pénètre en Afrique. Soumaoro a succombé sous les coups du Mandel avec Sundiata Keita. Tous ces peuples-là que j'ai cités, ou ces empires, avaient une religion traditionnelle. On va peut-être pour mieux faire saisir à cette jeunesse la sculpture négro-africaine, le masque, la statuaire et tout ça. Il faudrait peut-être qu'on lise ça
aux croyances traditionnelles. Donc, le Mandé était immensément riche. Je crois que tous les problèmes d'Afrique viennent aussi quelque part du Mandé. Même si Soundiata Keïta a vaincu Soumaoro Kanté, malheureusement, les empereurs qui ont succédé, notamment le Mansa Moussa, je crois que c'est le Mansa Moussa, appelé aussi Kanka Moussa, qui a effectué un pèlerinage à la Mecque, qui a ruiné le Mali. Il est parti avec tout l'or du Mali. Lors de son passage en Égypte, le prix de l'or avait chuté tellement il en avait laissé. Ensuite, il y a eu d'autres monarques qui se sont succédés, mais à une certaine période, il y a eu des troubles dans cette région. C'est ce qui a fait éclater effectivement l'Empire Mandin ou l'Empire Mandin. Et de cet éclatement devait naître le Sonrai, l'Empire Sonrai. Les Sonrai, très islamisés, ont créé une autre forme d'art, c'est-à-dire un art islamique. Décoration des livres, etc., etc. Mais c'est sous l'empereur Sonrai Issa II que les Marocains ont monté, le roi du Maroc a monté une expédition pour venir détruire le Sonrai. Je me suis posé beaucoup de questions des musulmans qui quittent le Nord pour venir effectivement combattre des musulmans. Ce n'était pas quand même pour la religion, mais c'était surtout pour de l'or. Ça coïncide avec la Renaissance italienne. Parce que ce qui commandait l'armée du roi du Maroc, notamment le Pacha Duder était un renégat espagnol, mais il y avait aussi des Anglais, des Vénitiens dans l'armée du roi du Maroc. Le Sonrai a été vaincu. Mais pour certains historiens, le roi du Maroc avait une peur bleue. Pourquoi? Parce que les Turcs commençaient à occuper la Méditerranée. Il fallait peut-être de l'argent. Les Turcs se sont arrêtés en Algérie, au-delà de Tlemcen. Une très grande partie de l'Algérie était marocaine. Aïnoumadi, par exemple, Aïnoumadi, qui se trouve actuellement en Algérie, Aïnoumadi était marocain. Donc, les Turcs qui menaçaient le Maroc, mais heureusement, les Turcs n'ont pas conquis le Maroc. Ils se sont arrêtés à Tlemcen, en Algérie. Mais le fait d'avoir verrouillé la Méditerranée, parce que les Turcs ont verrouillé la Méditerranée, ils ont fait tomber l'empire chrétien d'Orient, c'est-à-dire Constantinople. Constantinople a été vaincu
par les Turcs. D'ailleurs, les Turcs ont changé de nom. Constantinople s'appelle maintenant Istanbul. Ils ont donc verrouillé le passage qu'utilisait l'Occident pour aller vers l'Orient, acheter des épices ou des produits précieux. Il fallait trouver une autre voie pour accéder à ces produits. Donc, l'Europe a pensé contourner, prendre la Méditerranée, descendre dans l'Atlantique, suivre les côtes africaines pour aller jusqu'au Cap, etc. C'est ce qui a donné ce qu'ils appellent eux les grandes découvertes. Donc les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont pris possession du Cap-Vert. C'est le début de la colonisation. Portugais, espagnol, hollandais, anglais, enfin français. Le Sénégal est devenu une colonie française. On nous a tous envoyés à l'école de Jules Ferry. Bon. Donc, ce que je veux vous faire sentir, j'utilise des mots simples, pas trop compliqués, parce que j'ai été enseignant. Quelquefois vous utilisez, je ne veux pas verser dans le pédantisme, ça va être très compliqué. Puisque nous parlons d'art, avant de parler de la création de l'école des arts, mais il a existé une peinture au Sénégal. Le doyen Marcel en a parlé, c'est la peinture sous verre. La peinture sous verre a existé, c'est la première forme d'expression picturale chez nous. Pourquoi cette peinture a pu exister? Parce que l'autorité coloniale avait interdit l'importation des peintures qui venaient des pays du Nord, c'est-à-dire des pays musulmans du Nord ou de l'Orient. Parce que l'autorité ne voulait pas que l'islam du Nord ou de l'Orient influence l'islam d'Afrique. Parce que les pèlerins qui se rendaient à la Mecque revenaient souvent avec des peintures sous verre. Nos peintres, ceux qui se sont intéressés à la peinture sous verre, ont créé effectivement une peinture locale. Ceux qui sont de mon âge se souviennent de Altemba ou du voleur avec sa malle. Il y a le doyen là qui est en train de dire doyen. C'était ça notre peinture, Altemba. Ou bien le chasseur qui a été poursuivi par un lion. Alors il monte dans l'arbre, qu'est-ce qu'il voit? C'est un gros serpent qui est là. Alors c'était des thèmes appelons-les des thèmes vulgaires, populaires, là. Mais aussi des thèmes religieux qui ont été traités. Les batailles musulmanes, par exemple, les symptômes chez nous, Cheikh Ahmadou Bamba, etc., etc. Je crois que c'est la première peinture connue au Sénégal. Nous sommes à la veille de l'indépendance au Sénégal. 59 déjà, on était dans l'autonomie, dans ce qu'on appelle l'autonomie interne. Parce qu'on avait un gouvernement au Sénégal. À la tête, il y avait le président Dia. C'est déjà à partir de 57, on était dans l'autonomie interne. La première école ne date pas de 1960, comme beaucoup le pensent. Non, elle date de 1959. C'était une école fédérale des arts, située
à l'actuelle, là, à la place de l'indépendance, au siège de la Société nationale de recouvrement. Je ne sais pas si vous connaissez la Société nationale de recouvrement. C'est à cet endroit, oui. Ouais. C'est la banque de Dakar maintenant. Ouais. Pour ceux qui connaissent Dakar, la petite histoire, à côté il y avait un cinéma, le Bataclan. Alors il sourit le doyen. Le Bataclan. C'est la banque de Dakar maintenant. Oui, le Bataclan de Paris qui est là-bas. Ensuite, il y avait un monument aux morts qui datait de la Première Guerre mondiale, monument qui a été démantelé par le président Mamadou Dia. Voilà donc. Mais en 1960, le président Senghor a créé l'école. Il ne s'agissait pas de l'école nationale des arts, mais de l'école des arts tout court. L'école a été transférée de la place de l'Indépendance à l'ancien camp Lat-Dior, sur la corniche. Cette école avait plusieurs sections. Il y avait la section art plastique. Section art plastique gérée par l'artiste peintre Iba Niang, le Saint-Louisien. Ensuite, il y a eu la section recherche plastique. Souvent, il y a une confusion qui est entretenue. Recherche plastique nègre. Mais il s'agit de recherche plastique avec Papa Ibratal et recherche plastique nègre avec Pierre Lotz. Pierre Lotz est un Français, un professeur de mathématiques qui a séjourné au Congo. Et recherche plastique nègre avec Lotz. Il y avait une section sculpture, modelage avec André Seck. André Seck, c'est un mulâtre, un métis belge, sénégalo-belge. Donc, il a eu à gérer la section sculpture, modelage. Sa femme gérait la section céramique. Il y avait à côté une autre section, formation, éducation artistique, confiée à Philippe Bonnet et à Madame Blanchard. Philippe Bonnet, c'était un assistant technique comme Madame Blanchard aussi. Il y a beaucoup de controverses. À mon avis, le président Senghor était très pudique. Il était pudique. Il était même gêné devant ses pères africains. Lui, Léopold, qui a beaucoup théorisé sur le masque nègre, mais qui ne peut pas présenter un masque nègre sénégalais. Ce qui n'était pas le cas pour le Mali, ce qui n'était pas le cas pour la Guinée, ce qui n'était pas le cas pour la Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso, etc. Ce sont des pays de sculpteurs. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? On ne connaît pas la sculpture sur bois, sauf peut-être des objets usuels. Est-ce que c'est dû à la religion musulmane? Parce qu'on a été très tôt islamisé et christianisé aussi. Et tout le monde sait que l'islam, c'est une religion iconoclaste. L'islam ne tolère pas les images. Parce qu'ils brûlent même, ils brûlent. Les musulmans, quand ils occupent un espace géographique, ils brûlent tout ce qu'il y a comme civilisation. Ils rasent tout, Ils rasent tout, parce que tout doit commencer par l'islam. Avant l'islam, toutes les civilisations, c'est le vieux monde, c'est l'ancien
c'est l'ancien monde. Voilà pourquoi il détruit tous les objets, contrairement au christianisme ou à l'Occident qui confisque les objets. Parce que tout le monde sait que pour dominer un peuple, il faut détruire sa culture, il faut détruire tous ces objets qui peuvent matérialiser sa présence. Ensuite, lui écrire d'autres livres. C'est ça, l'aliénation. Donc, je parlais tout à l'heure de Zemmour. Moi, je pense que ce qu'on appelle l'école de Dakar, surtout la formation recherche plastique nègre, confiée à Tal, l'autre section confiée à l'autre, c'était pour leur permettre de produire, malheureusement, de produire rapidement des artistes avant le Festival mondial des arts nègres. Rapidement. Pour y arriver, comment? C'est ce qui va créer un grand conflit entre Iba Ndiaye, qui avait en charge les arts plastiques, un conflit, c'était très sérieux, entre Iba Ndiaye, Papa Ibretal et l'autre. Parce que Iba Ndiaye était contre la pédagogie non directionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie regrouper des élèves, mettre à leur disposition le matériau, c'est-à-dire le papier, les pinceaux et les couleurs, leur interdire l'accès à la bibliothèque et leur demander de peindre. Parce que le noir, il est artiste de naissance. Iba Ndiaye n'était pas pour cela. Pour Iba Ndiaye, il fallait apprendre la peinture, apprendre le dessin, apprendre toutes les techniques pouvant permettre à un artiste de s'exprimer. Mais je crois que l'enjeu était même autre. La peinture de Iba Ndiaye, la peinture de Papa Ibretal, il fallait créer les manufactures. Ils ont hésité, Senghor a hésité entre Iba Ndiaye et Papa Ibretal. Mais en fin de compte, il a basculé du côté de Tal. Pourquoi? Parce que la technique de Tal, la peinture de Tal, s'adapte beaucoup plus à ce que voulait Léopold Sédar Senghor. En 67, 68, Iba Ndiaye claque la porte. Il a claqué la porte. Iba Ndiaye a claqué la porte pour rentrer en France. Souvent, les gens qui critiquent, parce qu'à l'époque, il y a eu des tendances, ceux qui étaient du côté de Iba Ndiaye et ceux qui étaient du côté de Papa Ibretal. Il y avait des tendances. Mais je crois que le président Senghor a raison. Ce que fait Tal, excusez-moi, ses origines. Tal, il est de Tiwawa, une famille d'artisans. Il est allé à l'école très tard. J'ai vu un article je crois que c'est Jean Pérez, le journaliste, n'est-ce pas, qui avait écrit, j'ai fait une interview sur Papa Ibretal. Papa Ibretal, il s'est lui-même inscrit à l'école. Il s'est lui-même inscrit à l'école. Parce que dans le temps aussi, ça se faisait. Parce qu'il était gêné
de ramasser des morceaux de journaux, d'essayer de les lire, mais il n'y parvenait pas. Donc, il est allé s'inscrire à l'école. Ibn Ndiaye, il est originaire de Saint. C'est un gourmet de Saint. Ibn Ndiaye, il est chrétien. Et qui connaît le statut du Saint-Louisien pendant la colonisation, surtout du chrétien Saint-Louisien. Ah oui, c'était légal du blanc. C'était légal du blanc. Donc, quand il fallait choisir, Senghor a choisi celui qui était beaucoup plus proche de l'Afrique. C'est ce que Senghor a fait. Il a choisi donc Papa Ivoire Tall. Senghor avait une théorie, ou des théories de la peinture. Le noir doit peindre en aplat, le doyen, comment il s'appelle encore? Le doyen Bayard en avait parlé, le rythme asymétrique, bon, qu'il ne faut pas, qu'il faut poser la couleur sans pour autant la moduler, il faut styliser les formes, c'est-à-dire simplifier les formes, etc., etc. Il y a des artistes qui ont joué le jeu, mais il y en a qui ont complètement refusé cela, prétextant que c'était une idéologie, on voulait les forcer à peindre d'une certaine manière, alors que eux, ils voulaient s'exprimer. C'était très compliqué. J'ai laissé dans mon exposé beaucoup de vide. C'est pour permettre aux jeunes de poser des questions. J'ai laissé beaucoup de vide. La création des manufactures qui date de 1966, confiée à Tall, dont la technique, effectivement, répond à la technique qui sied réellement à la tapisserie. Lors des interventions précédentes, je crois que, je ne sais pas si c'est le doyen Badian qui en a parlé, les lycées qui ont été formés en Europe, à Aubusson, Gobelin. Oui, bien sûr, la tapisserie sénégalaise, elle est héritière de la tapisserie française. Bon, parce que les premiers maîtres lycées ont été formés à Aubusson, au Gobelin, mais la tapisserie française aussi, elle vient des Flandres. Ça aussi, je crois que cela a été soulevé. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant? Nous allons vers la fin. J'ai retenu 2 à 3 cas. Tall, Papa Ivoire Tall, Ibou Diouf, Bokar Diong. L'école de Dakar a produit à une certaine période des artistes, mais presque tous ont disparu. Sauf Zulu Baye qui se réclame de l'école de Dakar. Tall, Ibou Diouf, Bokar Diong. Quand j'ai interrogé l'œuvre de Tall, je me suis rendu compte que Papa Ivoire Tall, il ne l'a pas écrit, il ne l'a jamais dit, mais c'est beaucoup inspiré de la peinture égyptienne. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est le jeu des lignes.
certains éléments, des éléments floraux que l'on retrouve dans la peinture de table. Bien sûr, et même les attitudes des personnages, parce que j'en avais pas parlé. Je survolais l'art égyptien, mais les Égyptiens avaient une manière particulière de représenter les hommes, ou la figure humaine. Représenter le personnage, la tête de profil, l'œil de face, le tronc de face, le bassin de profil et les jambes ou pieds dans une attitude de fausse marche. C'est-à-dire que les personnages ne marchent pas, de fausse marche. C'est cela qui caractérise effectivement, et cela on le retrouve pas seulement dans la sculpture égyptienne, les bas-reliefs, mais on le retrouve aussi dans la peinture égyptienne. Et j'ai noté cette similitude-là. Table ne s'est pas inspiré de la tradition sculpturale ouest-africaine, mais surtout de l'art égyptien. Cependant, Ibou Diouf, lui, s'est inspiré de la sculpture traditionnelle africaine, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme Bokar Diong. Mais qu'est-ce qui les différencie? Ibou Diouf, Bokar Diong. Quelque part, la couleur, l'attitude des personnages. Chez Bokar, ces personnages, tu vois, une certaine solennité que l'on retrouve chez les personnages de Bokar Diong. Ibou Diouf, c'est la couleur. Même s'il a peint à une certaine étape de sa vie, une peinture monochrome, des peintures monochromes. Mais il a beaucoup utilisé la couleur, comme Tal aussi. Par contre, la couleur, elle est presque absente dans les créations de Bokar Diong. L'Afrique a un problème. Nous, plasticiens, nous avons un sérieux problème. Notre problème est que notre source d'inspiration, c'est l'art occidental. C'est un problème. Je crois que Pape Massel a raison, parce que ce qu'il faut, c'est interroger nos objets traditionnels. On peut interroger les selles, par exemple, les selles de chevaux. Pourquoi ne pas interroger le sorceau? Le sorceau a une forme assez particulière. Alors le doyen est en train de dire, je sais, doyen, il est du bambou. Moi, je suis du Ndoukoumane. On se comprend. Pourquoi pas le larmet ou le kobi? Alors, tout ça, c'est des instruments aratoires. On peut s'inspirer de ces formes pour arriver à quelque chose, mais on est tout le temps accroché à l'art occidental. Il faut voir les jeunes, ils sont tout le temps dans Internet. Internet. Quelquefois même, ils font du, comment vous appelez ça, du couper comment, couper coller. Couper coller ou copier, je ne sais pas, mais quelquefois même, ils le font. Oui, alors que nous avons un passé très riche. On peut interroger la bijouterie traditionnelle. Karanyei, ñu ngi fi. Kalkal yaa ngi fi. Tokoro Taret yaa ngi fi. J'ai en train de rire. Eux, ils comprennent parce qu'ils sont de l'autre génération comme moi. N'est-ce pas? Tout ça, c'est des objets que nous pouvons interroger et les exploiter, les investir dans nos créations. Mais malheureusement,
nous le faisons pas. La poterie est là, le travail du cuir est là, etc., etc. J'ai laissé beaucoup de vide pour permettre à cette jeunesse de me poser des questions. C'est bien comme ça. Déjà, je vais conclure. Il faudrait connaître votre histoire. Si vous ne connaissez pas votre passé, impossible de bâtir votre futur. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Si. Merci tonton Baba. J'aimerais qu'on applaudisse encore vivement le doyen Baba pour cette bien exposée. Aloïs Ndamdiouf, directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ce programme que nous avons élaboré avec l'ensemble du personnel des manufactures dans le cadre de la Biennale Dakar 2022. Alors, nous avons été choisis, désignés en tout cas par le comité d'orientation et le comité d'organisation de la Biennale de Dakar, avec carte blanche qui a été décernée aux manufactures pour organiser un programme en région. Donc cela a été d'abord un acquis pour nous. Pour la première fois, la Biennale de Dakar, dans le cadre de son programme officiel, a été délocalisée
en dehors de Dakar, donc en région à Thiès, ici aux manufactures. Pourquoi les manufactures? Parce que vous savez, dans l'histoire des manufactures, l'art plastique a occupé une grande place. Parce que les œuvres que nous réalisons ici, les maquettes que les artistes nous cèdent pour qu'on puisse procéder à la réalisation de tapisseries, constituent la matière première sur laquelle nous nous basons pour réaliser les œuvres. Et c'était important, dans le cadre de la Biennale de l'art contemporain, de marquer ce lien qui existe entre les manufactures sénégalaises avec les tapisseries que nous réalisons et les artistes plasticiens sénégalais. Et cela remonte depuis l'École nationale des arts. Et c'est ce que nous avons voulu, autour de ce lien-là, organiser une série de conférences qui gravitent autour de l'art sénégalais, orientés vers les manufactures. Tous les thèmes qui ont été abordés parlaient du lien qui existe entre les manufactures et la communauté artistique. Et pour nous, ça a été intéressant parce que nous avons eu des conférenciers de valeur, des hommes qui maîtrisent leur sujet et qui ont exposé aux jeunes, pour la plupart, qui ont participé à ces différentes conférences, en tout cas qui leur ont donné de la matière pour pouvoir se documenter, savoir exactement l'art sénégalais, sur quoi ça tient, d'où est-ce que ça vient, et toutes les politiques qui ont été menées par les différents présidents du Sénégal dans le domaine de la culture et de l'art. Quels sont les écoles qui ont été ciblées pour les conférences? Nous avons ciblé les institutions universitaires qui sont basées à Thiès et aussi l'université Iba Der Thiam. Mais aussi, dans le cadre des visites guidées, nous avons aussi saisi les écoles pour que les jeunes qui d'habitude, au courant de l'année, viennent visiter les manufactures. Pour nous, ça a été, dans le cadre de cette biennale, un volet important, faire des journées portes ouvertes pour que les jeunes Sénégalais, les jeunes Thiessois découvrent davantage leur patrimoine à travers les manufactures. Et je pense que ça a été une bonne approche qui a permis vraiment aux jeunes qui ont surtout participé aux conférences de mieux comprendre leur histoire, leur patrimoine culturel. Vous débattez sur un thème très important, une communication autour de l'art. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, parce que vous savez, l'art n'est pas donné. C'est-à-dire comprendre l'art c'est un monde un peu fermé. Et je crois que la lecture que nous devons avoir autour de ce sujet-là, c'est comment tout a pris forme. Parce que je pense que le conférencier a voyagé depuis l'Égypte pharaonique, depuis même l'homme, le premier homme, le premier foyer humain qui a existé en Afrique. Donc il nous a expliqué comment, à partir de l'histoire du monde, à partir de la civilisation égyptienne, les mouvements qu'il y a eu et qui ont migré vers l'Afrique de l'Ouest à travers les différents empires, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, tous ces grands empires, toutes ces grandes civilisations qui ont fondé nos foyers actuels. L'artiste a voulu partir de ces éléments-là pour nous montrer en quoi l'art africain consiste. Et je pense que ça nous a permis de mieux comprendre ce qui se fait actuellement, en lien aussi avec ce que nous avons aussi reçu de l'extérieur, parce que comme disait le Senghor, l'enracinement et l'ouverture doivent être à la base de l'être humain. Vous avez reçu des étudiants aujourd'hui, vous en avez profité pour lancer un appel solennel, surtout que dernièrement, on a remarqué des scènes de violence, notamment dans la scène politique ou bien dans le milieu universitaire. Que répondez-vous par rapport à ça? Bon, je n'en dirai pas beaucoup parce que, vous savez, nous avons voulu, à travers cette biennale, montrer l'importance des arts et de la culture. Parce que vous savez, l'art et la culture constituent les fondamentaux qui sont à la base de l'homme. Alors,
nous avons autour de cette rencontre les conférenciers en ont profité aussi pour parler aux jeunes, pour qu'ils puissent davantage s'inspirer de leur patrimoine, mais aussi ne pas se laisser aller, c'est-à-dire chercher, aller à la quête du savoir, que plutôt de s'exprimer autrement, de la manière qui n'est pas la mieux partagée. Voilà. Alors, DG, vous tirez un bilan satisfaisant de cette première participation de MSAT, mais également vous avez eu l'idée de lancer un concours. Bon, nous sommes aujourd'hui à la fin de ce programme qui coïncide avec la fête de la musique, le 21 juin. Donc pour nous, c'est important parce que vous savez, l'art est transversal. Nous nous exprimons dans le domaine de l'art visuel, des arts visuels, mais aussi la musique contribue aussi au développement de l'art au Sénégal. Alors, le bilan que nous pouvons faire pour nous, pour le moment, à l'instant où nous sommes, c'est un bilan de satisfaction. Parce que ce programme que nous avons élaboré nous a permis de montrer la trajectoire que les manufactures ont connue depuis 1966, depuis que les manufactures ont été lancées. Mais aussi, ça nous a permis de communiquer et de rendre visible davantage le travail qui se fait ici. Au départ, c'était la Manufacture nationale de tapisserie en 1966. Et en 1973, une loi a été votée pour créer les manufactures sénégalaises dans une optique de diversification. Et actuellement, je pense que cette biennale nous a permis de montrer au public que nous ne sommes pas là seulement pour réaliser des tapisseries qui sont des produits difficilement accessibles parce que élitistes. Mais nous sommes en train de développer d'autres ateliers où nous avons la sérigraphie, l'infographie, nous avons la céramique d'art, nous avons organisé un atelier sur l'impression du tissu, le batik. Donc tout ça, c'est pour vraiment montrer qu'au niveau des manufactures, nous donnons la place à tout le monde à travers ce programme de diversification. Et nous souhaitons qu'au sortir de cette biennale, que davantage les Sénégalais viennent ici pour découvrir. Le concours, nous allons le lancer. Ce n'est pas encore en ligne, mais nous sommes en train d'y travailler et nous avons voulu profiter de cette biennale pour un peu communiquer avec la communauté artistique. Parce que comme je le disais au départ, les manufactures sénégalaises ont un lien étroit avec les artistes plasticiens parce que c'est eux qui sont à la base des maquettes que nous réalisons ici, que nous transformons en tapisserie. Donc, ce concours artistique est lancé pour la sélection de maquettes à réaliser en tapisserie. Et vous savez, depuis 2013, il n'y a pas eu une nouvelle collection. Donc, nous avons besoin d'avoir une nouvelle collection pour voir exactement quelles sont les nouvelles orientations artistiques pour que aussi nous puissions transformer ces œuvres-là en tapisserie dans nos ateliers. Voilà, programme depuis le 19 juin, 19 mai, parce que xam ngeen manufacture dañ ko tànnoon ci biir biennale bi pour mu nekk benn site boo xam ne day organiser un programme officiel mu nekk lu njëlbeen ci histoire biennale de Dakar. Donc ñun biñ ñu ko waxee aussi dañu def organisation au niveau interne personnel pour ñu élaborer benn programme. bu ñu tëree le programme bi ñun bu pare na lancé ko communiqué ci biir programme bi nag amoon na exposition mais lu gënoon lu ñor mooy série de conférences organisées autour de l'art pour que nit ñi surtout ndaw yi ñu gën a xam seen cosaan à travers l'art. Les conférences yi ñu commencé depuis le 19 on a une première activité je pense que am nañu solo programme léegi fu mu nekk nii pare nañu ginnaaw bi dañ koy def ci liggéey programme te ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne participé nañu ñi nga xam ne ñoo def conférence yi les journalistes locaux la RTS ñu ngi remercier ñëpp parce que ñëpp jàpp na fu mu nekk nii yaakaar naa ne suñ jógee Sénégal yi dinañ ko
loolu nag dañ ko defoon pour que ñu jàll ci tax pas seulement manufacture bi jàll ñu def yeneen donc ñu ngi ci loolu te je crois que loolu am na solo te Sénégalais yaakaar naa ne partie de la ñoom gën a xam manufacture xam ne aussi am nañ seen place ci biir service bi. waaw mais xam nga aar ak day wax ci suñu cosaan te nit boo xamul sa cosaan doo xam suñu donc loolu dañ ko bëggoon fësal ci biennale bi parce que jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi nekk université yi nekk ak ñu ñëw ci conférence bi déglu ñu nekk ñu dem xam-xam boobu la ñu bëggoon conférence bi nekkal ko xam parce que suñu ndaw yi dañu soxla loolu que nit boo xamul fi nga jógee doo xam te je crois que loolu moo nekkoon suñu te pour man conférence yi xale yi ñëw nañ participé nañ posé nañ ay questions je crois que loolu daal résultat bi suñu mag la. waaw ñun dañu ciblé institution universitaire par exemple damay joxe benn ISEP donc ISEP dañu am benn mobile benn UFR boo xam ne affaire service culturel bien culturel la ñuy mais conférence yi le fait que ñuy développé ay thèmes côté art ak culture dañuy yokk seen xam-xam je crois que loolu moo nekkoon suñu objectif moo tax ñu invité leen waa université Iba Der Thiam aussi ñoo nañ ci conférence te gis naa xale yi di poser ay questions pertinentes pour xam seen cosaan parce que aussi ñoom pour ñoom nécessité la ils se sont rendu compte que dañ ko soxla léegi nag li des mooy suñu dugg à part bu ñu génnee ci programme biennale bi loolu dinañ ci gën a xalaat pour que loolu dina nekk manufacture nekk benn temple du savoir pas seulement du savoir-faire mais savoir aussi nekk xale yi di ñëw ñu leen di savoir waaye tamit ndaw yi lay déglu wala lay seetaan te nekk ci mbirum aar am na loo leen di mbëbët maanaam benn concours boo leen bëgg a lancer li nga xam ne ñu ngi lay déglu di la seetaan te nekk ci liggéey boobu. waaw man damay remercier d'abord ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi personnel manufacture directeur général adjoint mu ngi nii moo nekkoon coordonnateur comité d'organisation bi ak l'ensemble du personnel commission yi ñu créé woon ñëpp ku nekk def nañ ci sa loxo. conseil d'administration aussi ñu ngi leen di gërëm président conseil d'administration saa yu activité amee moom day ñëw donc vraiment ñu ngi remercier ñëpp ñu jógee Dakar ñu jógee Thiès ñu jógee feneen te pour man objectif bi ñu amoon mooy ñu profité ci biennale bi ndax ñu gën a xam manufacture parce que nit ñi fii Thiès am na ñoo xam ne dañuy romb rek xamuñu lu nekk ci biir te bu ñu ñëwee fii yenn saa yi dañu naan ah nii fii ndeke nii la mel. Donc, je crois que c'est intéressant pour que la population nous sache aussi ce qu'on fait. Parce que la manufacture, il y a une histoire au Sénégal, il y a une jouer à l'étranger, surtout rayonnement culturel, artistique Sénégal, et puis du côté diplomatie. Je crois que la conférence est le président Senghor à chaque fois, le président Boufignon a indi la manufacture. Donc, lolu dafa bax ñu xamal ko public bi mais aussi ñu ñaax xalé yi pour ñu gëna intéresser sen cosaan ñu gën a xam seen cosaan lan la parce que art ak culture message yi ñuy joxe ça puise sur notre patrimoine culturel te loolu dafa am solo alors pour ñun objectif yooyu c'est atteint léegi li des mooy ñu gën a liggéey pour que li ñu def nii résultat yi ñu am ñu gën ko fësal pour manufacture gën a jëm kanam mais aussi ci liggéey boobu am na benn concours artistique boo xam ne dañ koy lancer pour que artistes yi ñu mun a indi seen œuvre yi ñu créer benn comité de sélection ñu sélectionne seen œuvre yi parce que boo gisee manufacture di defar ay tapisserie dafa am d'abord ay artistes yoo xam ne ñoom ñooy defar seen œuvre seen maquette ñu séddeen ñu ko pour que ñu mun ko réaliser en 8 éditions loolu nag dafa nekk loo xam ne am na solo parce que depuis 2013 manufacture deful sélection des œuvres donc dañu bëgg a profiter ci biennale bi ak communication bi nekk autour pour que artistes yi ñëw donc dinañ lancer concours bi dinañ communiquer par voie de presse
et informer artistes yi pour ñu mun a déposer seen œuvre yi.